Bonsoir à tous. Ce débat s'inscrit dans le programme de réflexion du mouvement La République En Marche, Reconstruire Ensemble, qui a été lancé le 20 avril et qui s'étale sur 10 semaines. Bienvenue à vous. L'objectif est de parvenir d'ici la fin du mois de juin à la formulation d'une position officielle du mouvement La République En Marche avec un ensemble de positions concrètes que nous mettrons dans le débat public et soumettrons à l'exécutif. Donc nous sommes à la semaine 5 de ce programme qui est dédié aux sujets liés à la puissance publique sous l'angle aujourd'hui de l'éducation. Et comme chaque semaine, vous, adhérents ou internautes, vous êtes invités à nous faire remonter vos idées au travers d'un questionnaire en ligne que vous avez soit reçu sur un mail mardi ou que vous pouvez retrouver sur le site d'En Marche. Donc, on compte sur vous pour cette participation. Le débat d'aujourd'hui, comme chaque semaine, a pour objectif de nourrir vos réflexions sur la thématique de la semaine, qui est donc l'éducation. Et bien sûr, vous pouvez poser des questions tout au long de l'échange sur la thématique qui nous rassemble et qui est « Et maintenant, quelle école ?» Alors, avant d'accueillir mes invités, que je remercie d'avoir répondu présent, je voudrais dire un mot personnel sur mon engagement politique qui part d'un sentiment de révolte. Révolte devant un constat qui peut être résumé dans une donnée simple et terrible, qui est que dans le classement PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, eh bien, la France, en matière de justice sociale, eh bien, c'est facile de retenir son rang. Nous sommes tout simplement dans les derniers. Eh bien, pour moi, que les pays de l'école de la République soient classés derniers en matière de justice sociale, ce qui signifie que le poids du statut socio-économique des parents pèse le plus lourdement sur les performances sociales des élèves de tous les pays de l'OCDE, eh bien c'est tout simplement insupportable. Et c'est ce qui me conduit, aux côtés de Jean-Michel Blanquer, à faire de la lutte contre les inégalités de destin une priorité, notamment, mais pas seulement, au travers du dédoublement des CP, CE1 et bientôt des grandes sessions de maternelle dans les zones d'éducation prioritaire. Alors, ce combat, je le mène aussi comme député européen, bien sûr, pour faire en sorte que le plan de relance et de reconstruction fasse toute sa place à l'éducation, qui est un investissement, je dis bien un investissement, et peut-être, et même sûrement, le meilleur des investissements. Alors avant, avec la crise exceptionnelle, malheureusement, qui s'annonce, notre jeunesse risque d'être frappée de plein fouet, et notre groupe de travail en appelle à un plan Marshall pour l'école, car la catégorie des familles fragilisées va malheureusement s'étoffer, risque en tout cas de s'étoffer significativement. Alors pour moi, En Marche, c'est un refus du défaitisme et un message envoyé en particulier à notre jeunesse qui pourrait se résumer de manière simple comme ça: demain peut être meilleur qu'hier. Alors j'ai conscience que c'est un défi vertigineux en soi et qu'il est encore plus dans le contexte qui est le nôtre, avec cette crise qui s'annonce, mais les crises peuvent aussi être porteuses d'accélération de transformation positive, à condition, et c'est là que le poids de la responsabilité est lourd sur nos épaules, à condition que nous prenions les bonnes décisions. Et je me tourne vers nos invités, dont je sais qu'ils partagent ma colère au sujet du classement dont je parlais, et qui chacun, avec son prisme, son rôle dans la société, sa sensibilité, sa liberté d'esprit totale, s'inscrit dans ce combat et accepte ce soir d'y réfléchir avec nous. Alors François Tadei, je me tourne d'abord vers vous, bienvenue. Bonjour. Chercheur fondateur du CRI, Centre de recherche interdisciplinaire, auteur de Apprendre au XXIe siècle chez Kalman Levy, et qui est probablement l'une des figures d'inspiration les plus marquantes du moment dans le domaine de l'éducation. Je reviens à vous dans un instant. Salomé Berliou, vous êtes présidente, bonsoir et bienvenue. Vous êtes présidente de Chemin d'avenir et votre combat, c'est celui de la jeunesse qui vit en ruralité et dans les petites villes et qui compose la majorité de nos jeunes. Selon vous, trop souvent, ils sont les invisibles de la République, pour reprendre la jolie expression du titre de votre livre, publié chez Robert Laffont. Et vous avez également été chargé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, d'une mission sur l'égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes. Et enfin, Yanis Roder, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis,
directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et auteur de plusieurs ouvrages chez Odile Jacob. Et je citerai notamment, non le dernier, qui est tout à fait intéressant, Sortir de l'ère victimaire, mais Allons enfants, publié en 2018 sur le thème qui nous occupe aujourd'hui. Donc, on y reviendra et je voudrais poser ma première question à François Tadei. Je disais que souvent, les crises sont des occasions de rebondissement et je voudrais vous interroger sur une expérience qui vous est personnelle, que vous racontez au début d'apprendre au XXIe siècle, une expérience bien particulière. Vous vous retrouvez à New York à une date évidemment qui n'a rien d'anodin, le 11 septembre. Et là, il y a un déclic qui se fait et que vous décrivez au début de votre livre comme ce qui a été une expérience fondatrice dans votre engagement pour l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, j'ai été évidemment choqué comme tout le monde ce jour-là, mais c'est vrai que voir de visu les tours tomber, ça a été particulièrement frappant pour moi. Et ça m'a amené à m'interroger sur mes enfants venaient de naître et je me suis interrogé sur quel monde j'avais envie de laisser à mes enfants. Et c'est une chose de vouloir les éduquer au mieux à titre personnel, mais c'en est une autre de s'assurer qu'ils grandissent dans une société dans laquelle on puisse collectivement relever des défis aussi importants que celui du 11 septembre. Et je pense que ceux du Covid, ceux du climat sont encore plusieurs ordres de grandeur plus importants encore et qu'on a besoin d'inventer des manières de relever ces défis tous ensemble. Et je pense que c'est pour moi la source de mon engagement, certainement. Alors, on va maintenant aborder à la fois cette expérience inédite qui n'est d'ailleurs pas terminée, puisque une grande partie de nos élèves, de nos apprentis, de nos étudiants sont encore dans l'école à distance ou l'université à distance. Mais au-delà, on va d'abord s'interroger dans un premier temps sur le bilan qu'on peut faire de cette expérience tout à fait singulière. Et ensuite, on élargira le champ. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est très loin d'être sorti de la crise. La crise, au contraire, elle est devant nous. Et elle nécessite ce que nous avons appelé de nos voeux, c'est-à-dire un plan Marshall, un engagement massif pour l'éducation. Mais ce n'est pas toujours les sous qui suffisent, c'est évidemment les orientations politiques. Et je remercie donc nos intervenants de ce soir de nous aider à réfléchir à ce qui leur semble absolument prioritaire. Yanis Roder, cette expérience inédite que je décrivais à l'instant, vous l'avez vécue en première ligne comme professeur d'histoire géo à Saint-Denis. Quel bilan, quelles difficultés vous sont apparus à ce moment-là, mais aussi quelles perspectives positives pourraient sortir de cette expérience de l'école à distance que nous avons contraint quelque part à expérimenter. Oui, merci beaucoup Ilana Sicurel pour cette invitation et bonsoir à tous. D'abord, je voudrais dire que quand nous avons appris en salle des profs, c'était un jeudi soir. J'étais en conseil de classe à 20h exactement. Le président a annoncé la fermeture des écoles. Et ça a été la surprise. Et très vite, les enseignants se sont mobilisés. Et moi, ce qui ressort, je trouve, de ces 2 mois, c'est d'abord, dans un premier temps, la mobilisation massive du corps enseignant en direction des élèves pour pouvoir assurer ce que le ministère a appelé la continuité pédagogique. Donc un engagement très fort des enseignants dans un premier temps et qui s'est vérifié tout le long, et puis des outils qui préexistaient, qui avaient été mis en place par le ministère, par le CNED notamment, et qui ont permis très vite de mettre en place cet enseignement à distance. Mais également, très vite, nous nous sommes aperçus sur le terrain que il a fallu quand même beaucoup improviser parce que d'abord beaucoup d'enseignants dont je faisais partie n'avaient aucune expérience de l'enseignement à distance. Nécessairement, nous sommes dans nos classes, donc nous n'enseignons pas à distance. Il a fallu se familiariser avec les outils. Très vite aussi, les premiers jours, évidemment, les outils qui avaient été créés, la bande passante n'était pas assez importante et la première semaine, ça a été très compliqué. Donc tout le monde s'est un petit peu débrouillé comme il l'entendait, comme il le pouvait, en s'asseyant un petit peu sur le RGPD, donc sur le règlement de la protection des données. Et donc tout le monde a fait des groupes WhatsApp, des groupes Twitter, des groupes Telegram, des mail lists pour pouvoir garder le contact avec les élèves, ce qui était le plus important, garder le contact, ne pas donner l'impression aux élèves que voilà, il y avait plus d'école, donc il y avait plus d'école du tout.
l'école continuait. Elle continuait à la maison. Donc ça a été une grande improvisation et puis finalement tout est plus ou moins quand même très vite rentré dans l'ordre et nous avons pu mettre en place les cours en visioconférence, nous avons pu échanger sur les outils numériques mis à disposition des enseignants et des familles. Mais dès le départ, nous sommes aperçus que nous avons perdu une partie des élèves et tout de suite. Immédiatement. Alors, le ministre avait annoncé entre 4 et 8%, c'est une moyenne nationale que l'on peut tout à fait entendre. Il est évident que dans les quartiers populaires des grandes agglomérations ou dans les territoires ruraux, mais Salomé Berliou en parlera mieux que moi, la déperdition a été beaucoup plus importante. Très vite, je me suis retrouvé, à titre personnel, je me permets d'utiliser mon expérience personnelle, très vite je me suis retrouvé avec dans un premier temps, dans certaines classes, 2/3 des élèves présents, et puis dans d'autres classes, la moitié. Il a fallu aller les chercher, il a fallu les appeler. Les CPE, donc la vie scolaire, n'a cessé d'essayer de relancer les familles, qui pour certaines ne répondaient pas du tout. Donc la déperdition a été, dès le départ, dans ces quartiers populaires des grandes agglomérations, importante. Et puis, elle s'est aggravée au fil du temps. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir du monde en visioconférence, d'avoir des élèves en visioconférence. Je vous donne un petit exemple. Lundi dernier, j'ai fait un cours avec 5 élèves. Voilà, 5 élèves sur une classe de 23. Et ce n'est pas faute. Ce n'est pas faute de les prévenir. Ce n'est pas faute de matériel non plus. Parce qu'évidemment, on s'est aperçu qu'il y avait une fracture numérique qui nous a explosé au visage, manque de matériel, pas de connexion Internet ou mauvaise connexion, un ordinateur pour 3 à 4 enfants ou un ordinateur pour la famille avec les parents qui sont en télétravail, extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Donc tout cela, il a fallu le gérer. Et puis, on s'est aperçu, dernier point, et après je cède la parole, on s'est aperçu aussi que, ressort de cette expérience, à mon sens, un problème d'harmonisation, un problème de travail d'équipe, de coordination des équipes pédagogiques, qui finalement n'est que la continuité de ce qui se passe dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que beaucoup d'enseignants travaillent seuls, ne travaillent pas en équipe. Ce n'est pas du tout une critique que je fais, c'est simplement un constat. Et ça s'est retrouvé dans cette période de confinement. Or, dans cette période de confinement, c'est là qu'il aurait fallu, ou qu'il y avait un besoin très important de coordination, d'harmonisation en termes de travail, de modalités de travail. Et ça a été un manque important à mon sens. Oui, merci. Alors, je retiens, Yanis Roder, à la fois ce manque de coordination qui donnera peut-être la piste pour la suite. Juste avant de donner la parole à Salomé Berliou qui va nous décrire la situation telle qu'elle s'est manifestée dans un autre contexte, qui est celui de la ruralité et des petites villes. Je voudrais juste un mot, Yanis Roder, vous demander par rapport justement à cette fracture numérique dont on a beaucoup parlé. Il y a la question de l'équipement, il y a la question d'accès à un réseau avec un débit suffisant, de qualité, un réseau, l'abonnement évidemment. Donc il y aurait un droit quelque part peut-être à développer pour tous les enfants de France à ce matériel. Mais est-ce que ça suffit? D'abord, je pense que, est-ce que vous êtes d'accord que c'est nécessaire de développer cet accès, mais probablement que ce n'est pas suffisant et qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? En 2 mots, on aura peut-être à y revenir par la suite, mais ce serait un accompagnement pédagogique, peut-être des familles, peut-être des lieux aussi en dehors de la maison où on pourrait aller consulter les cours, ou peut-être aussi un accompagnement humain à penser, en plus de l'accès qui est évidemment fondamental. Oui, ce qui est évident, c'est que la fracture numérique n'explique pas tout et vous avez tout à fait raison. Mon établissement scolaire, et c'est le cas de beaucoup d'établissements scolaires, ont prêté du matériel. Nous avons prêté entre 30 et 40 micro-ordinateurs ou tablettes numériques permettant normalement un travail à distance. Or, une partie des élèves que j'ai en classe ont reçu ce matériel et ne se sont jamais connectés. Donc, et pourtant, on leur a distribué aussi des clés 4G, etc., de manière à ce que la connexion soit possible. Donc, il y a évidemment d'autres choses. Quand on est confiné comme ça, il faut savoir que dans certaines familles, et je tiens à le dire, certaines de ces familles étaient en première ligne. Les fameuses premières lignes citées par le président de la République, c'est-à-dire que nous permettant à nous d'être confinés. Ce sont des gens qui se lèvent très tôt, qui prennent les transports en commun, qui tiennent les caisses des magasins, qui assurent la logistique, etc. Bon, nous leur devons notre confinement et notre sécurité.
mais leurs enfants, de ce fait, eh bien, sont seuls à la maison, livrés à eux-mêmes, et un enfant livré à lui-même sans contrainte, ça reste un enfant, hein, adolescent ou enfant, c'est la même chose. Donc c'est très compliqué, la mise au travail est très compliquée. La maison et l'école sont deux espaces différents. Quand ils sont confondus, cela devient extrêmement compliqué pour des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ou quand bien même il y a des parents qui sont présents, mais qui eux aussi ont beaucoup de choses à faire et sont parfois débordés, voire dépassés. Donc, il y a d'autres questions, effectivement, que la fracture numérique. Et je crois qu'il faut réfléchir, effectivement, je n'ai pas de solution toute faite, je crois que vous engagez, vous avez raison, une vraie réflexion sur l'avenir, et je crois que c'est très utile, et j'espère qu'il en sortira des choses positives et des réflexions intéressantes. Parce que je crois qu'il faut accompagner le plus possible ces enfants, ces élèves et ces familles dans l'autonomisation, dans la capacité à comprendre le sens de l'école. Je crois qu'il y a aussi une vraie difficulté pour certaines familles à comprendre le sens de l'école. Moi, je suis frappé aujourd'hui par ces sondages qui nous expliquent que ce sont dans les milieux populaires qu'on trouve le plus de gens qui rechignent à envoyer leurs enfants à l'école, alors que nous savons très bien que ce sont souvent les gens dont les enfants en ont le plus besoin. On voit bien qu'il y a un problème de perception au-delà de l'aspect de la sécurité nécessaire, mais que je pense garantie, hein, en tout cas je l'espère dans les établissements scolaires. On voit bien qu'il y a un problème de sens donné à l'école et à l'institution scolaire. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus qui demande d'impliquer les familles avec les élèves. Je me tourne, merci Yanis Roder, je me tourne à présent vers Salomé Berriou. À nouveau bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Donc Salomé, peut-être votre perception de cette période particulière que nous avons traversée et que nous continuons de traverser, en particulier dans les zones que vous suivez de manière plus précise, à savoir la ruralité et les petites villes. Est-ce qu'il y a eu une manière spécifique de faire cette expérience, sachant que le virus a été peut-être moins présent, mais et vous êtes d'ailleurs co-auteur avec Yanis, l'interlocuteur précédent, d'une étude. Et ce qui m'a frappé d'ailleurs dans cette étude, c'est que vous semblez dire que pour eux, pour ces jeunes, ils ont eu l'impression que ce que les autres vivaient en quelques semaines, eh bien eux, c'était leur quotidien et qu'eux n'en sortiraient pas à la fin du confinement. C'est quelque chose que vous décrivez dans votre étude et que je trouve très frappant. Exactement. En fait, alors merci d'abord de m'avoir invité et bonsoir à tous. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a très bien dit Yanis Roder, notamment sur l'impact du numérique par rapport à la continuité pédagogique et ce dans toute la France. Il y a 2 chiffres de l'OCDE qui étaient cités dans le JDD récemment qui sont en ce sens assez parlants. Le fait que les enseignants français et ce malgré toute leur volonté, tout leur engagement de terrain et qui ne fait absolument pas défaut comme le disait Yanis, mais que ces enseignants malgré tout ont un usage du numérique encore trop limité. Je crois que c'est 56% d'entre eux d'après l'OCDE qui ont les compétences nécessaires pour entrer le numérique dans leur enseignement quotidien. Et par ailleurs, pas plus de 35% des écoles qui disposent d'une plateforme efficace pour soutenir l'apprentissage en ligne. Donc là, on est vraiment sur l'échelle nationale. Mais si on fait un focus sur les zones rurales et les petites villes, qui concernent, comme vous le disiez, beaucoup de jeunes, puisque c'est 65% des jeunes Français, plus de 10 millions des moins de 20 ans qui grandissent dans ces territoires. 23% dans les territoires ruraux et 42% à peu près dans les petites villes de moins de 20 000 habitants selon l'INSEE. Donc, ce n'est pas du tout une minorité des jeunes Français et qui se sont pris de plein fouet alors la fracture numérique d'une part, sans que ce soit, à mon sens, et là je joue mon rôle de un peu poil à gratter et je sors ma casquette chemin d'avenir pour le faire, mais je trouve qu'on n'a pas forcément assez insisté sur le fait que ces jeunes-là, dans les zones rurales, pour le coup, très souvent, ne pouvaient pas du tout suivre les cours et qu'on était très loin des statistiques nationales qui n'en sont pas moins vraies. Mais si on se centre, par exemple, sur les 1000 jeunes dans les territoires ruraux accompagnés par Chemin d'avenir, on a fait une étude assez poussée, notamment pour pouvoir leur envoyer, dans le cadre d'un collectif, le collectif Mentorat, et d'une opération qui s'appelle Connexion d'urgence, on leur a envoyé des ordinateurs, des 4G, etc. Et donc, on était plus à 7 ou 8 jeunes sur 10 qui estimaient soit ne pas avoir de connexion, soit devoir utiliser leur téléphone portable, soit avoir
avoir un ordinateur qu'ils se partageaient avec leurs frères et sœurs. Donc là, c'était quand même écrasant du côté des jeunes, mais aussi du côté des professeurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de chefs d'établissement qui vantaient l'engagement de leurs profs, mais en disant on est dans la grande ruralité, donc fondamentalement, non seulement les élèves eux-mêmes ne peuvent pas se connecter, mais c'est aussi le cas de leurs professeurs. Et ce que vous disiez, Yana, est vraiment important parce que, effectivement, si on se cale sur la carte médicale, on peut avoir le sentiment que la crise a épargné les territoires ruraux et les petites villes. Et d'ailleurs, très souvent, les familles le disent elles-mêmes, peuvent dire nous, on est des privilégiés, on n'a pas eu de cas de malades, etc. Mais j'ai, par exemple, un parent agriculteur qui nous disait, dans le cadre de la note que j'ai co-signée avec Yanis Roder, cette phrase qui m'a frappée, qui consistait à dire « Oui, c'est certain, mon fils pouvait, sur ses heures de repos, aller se balader dans les champs et prendre un peu l'air. Et c'est une vraie chance par rapport à des Parisiens ou des Marseillais confinés dans une grande métropole. Pour autant, ces balades dans les champs, qu'est-ce que ça change à moyen terme à sa connexion Internet et donc sa bonne suivi des cours, et d'autre part à la préparation de son avenir qui est, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard, qui est fortement impacté par la situation. Et c'est effectivement un jeune que vous citiez aussi dans les Hautes-Vosges qui disait, bah oui, en fait, là, je crois que les gens sont en train d'apprendre un petit peu, contraints et forcés, y compris dans les grandes métropoles, ce que c'est que d'être parfois dans un territoire un peu isolé de tout, où on n'a pas forcément tous les lieux de sociabilité qu'on voudrait, même si ça existe, toutes les opportunités culturelles à portée de la main, la possibilité d'avoir accès à sa formation en un claquement de doigts. Sauf que nous, cette réalité-là, elle va effectivement durer après le déconfinement, parce que c'est notre quotidien, et ce sans misérabilisme, parce que vivre dans ces territoires a évidemment plein d'avantages, ça va de soi, alors que les urbains retrouveront le côté connexion à la mondialisation, connexion aux dynamiques économiques, connexion aux opportunités, si ce n'est en juin, alors ce sera en septembre. Donc voilà peut-être là-dessus. Et après, comme vous nous interrogez sur quand même les points positifs du confinement et de cette situation, moi j'ai été vraiment très frappée à la fois par la façon dont des acteurs de terrain à tous les niveaux, d'ailleurs les collectivités, les associations, les entreprises aussi, décidaient de s'engager extrêmement fortement sur les sujets d'éducation. C'est-à-dire que vraiment, dans le cadre de Chemin d'avenir, je pense que les premières semaines, je recevais des mails tous les jours demandant comment on peut aider, est-ce que vous voulez des ordinateurs, est-ce qu'on peut aider financièrement, comment est-ce qu'on peut accompagner un jeune. Donc, cette espèce d'engouement-là et cette preuve de solidarité-là, on peut gager qu'elle se poursuivra par la suite, ou en tout cas, c'est ce qu'il faut essayer d'exploiter. Et d'autre part, et c'est peut-être même encore plus fort, la question de la coopération et de la coordination entre les acteurs. Éducation nationale, ANCT, associations, au profit des jeunes. Merci Salomé. François Tadei, pour terminer donc sur ce premier tour de table sur le constat, à la fois des difficultés qui ont émergé et aussi l'espoir peut-être d'une accélération des changements nécessaires, votre réaction et peut-être des pistes justement pour bâtir sur ce qui a été aussi positif dans cette expérience. Parmi les choses qui ont été positives, il y a effectivement la mobilisation de tous les acteurs, ça a été très bien dit. Je pense qu'il y a un changement de regard aussi sur la relation avec les familles, sur la possibilité pour les profs d'apprendre les uns des autres, alors que c'est quelque chose qui est très peu développé en France, ou moins en tout cas que dans d'autres pays. C'est aussi la possibilité pour les profs de changer de regard dans leur relation à leurs élèves et aux familles. Et il y a des élèves qui étaient un peu plus agiles avec l'utilisation du numérique que leurs profs, et qui ont contribué à proposer des solutions techniques qui ont été mises en œuvre. Donc, il y a un certain nombre de transformations de ce genre. Parmi les vrais manques, ça a été dit très bien par Salomé tout à l'heure, il y a le manque de formation des enseignants à l'utilisation des outils numériques. Et là, on voit bien qu'il y a un grand besoin par rapport à ça. Parmi les choses qui nous manquent également, il y a la recherche. On n'a pas suffisamment de recherche pour savoir, par exemple, ce qu'on apprend le mieux en ligne et ce qu'on apprend le mieux en présentiel.
Et si on doit se préparer à la rentrée risque d'être très perturbée. Il ne faut pas croire que le virus aura disparu comme par magie pendant l'été. Au mieux, il y aura une accalmie pendant l'été si on a de la chance et qu'il y a des effets saisonniers et que les Français sont extrêmement prudents. Mais la probabilité que ça reparte, au moins localement et au moins momentanément, est très élevée. Et peut-être pendant 1 voire 2 ans. Donc, si on doit être aussi perturbé qu'on vient de l'être, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Des jeunes qui ont vécu quelques mois confinés et éventuellement qui ont décroché, et voire des adultes qui ont décroché. Enfin, il y a tout un tas il y a un décrochage social, il y a un décrochage économique qui est en train de se produire. Il y a des familles où le seul repas chaud que les enfants pouvaient avoir était à la cantine. Si ce repas a disparu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre d'études, en particulier à l'étranger, mais en France, ça commence à arriver, qui montrent que jusqu'à 10 fois plus d'enfants sont en souffrance psychologique qu'avant. Donc la souffrance est indéniable, et si on n'est pas capable de prendre des mesures pour prévenir ces souffrances et diminuer ces inégalités, parce que les inégalités que vous soulignez au début de cette intervention étaient avant le Covid. Or, tout ce qu'on voit, c'est que si quelque chose, les inégalités se creusent. Il y a quelques familles dans lesquelles, très bien accompagnés ou très autonomes, des jeunes vont pouvoir avancer très très vite. Mais ça, c'est une toute petite fraction. La grande majorité des familles ont toutes les difficultés qu'on a évoquées et avec des inégalités qui vont se creuser. Et donc, si on veut ne plus être le dernier là-dedans, alors qu'on était déjà très mal classé, il faut absolument qu'on prenne des mesures qui permettent de compenser ces graves inégalités qui préexistaient et qui ont été amplifiées par la situation et qui vont être encore amplifiées par l'accroissement de la crise qui, en plus d'une crise sanitaire, devient une crise économique, sociale, voire politique. Alors, merci d'avoir insisté donc sur à la fois la nécessité, une fois plus, de la formation des professeurs. Ça, c'est vraiment, ça relève de la puissance publique puisque c'est notre thème de ce soir et je pense que c'est fondamental. Sur l'accompagnement humain aussi, à travers peut-être une systématisation du tutorat, pour ne pas penser que la machine simplement va régler le problème, mais il faut que ce soit systématique et que chaque enfant ait quelque part un correspondant qui pourrait être un professeur en formation, par exemple, qui apprendrait beaucoup et qui aurait beaucoup à apporter aux jeunes, justement dans sa relation à l'ordinateur, qui ne sera jamais évidemment porteur vraiment de transmission sans qu'il y ait toujours un humain derrière ou à côté. Donc ça, c'est et merci aussi d'avoir insisté bien sûr sur la recherche. Moi, je veux rebondir au niveau européen parce que vous le soulignez et c'est aussi bien vous, François Tadei, que Salomé Berliou, vous faites partie du groupe de travail que je pilote pour La République En Marche. Et je vous remercie d'avoir attiré notre attention sur un point très important qui est que les systèmes éducatifs qui fonctionnent, notamment Singapour, Canada, Finlande, qui ont opéré des vraies révolutions et sont aujourd'hui ultra performants et en même temps ultra partageurs, juste accueillants pour tous les profils d'élèves, sont des systèmes éducatifs qui sont adossés à une recherche, et ce que vous appelez, François Tadei, une recherche participative, c'est-à-dire une recherche qui n'est pas en chambre, mais qui est en lien avec les professeurs. Les professeurs rencontrent des problèmes, demandent aux chercheurs, proposent aux chercheurs des pistes, on les teste, on revient vers la pratique, et que ça, peut-être vous pouvez encore en dire un mot, parce que je trouve que c'est très important, ça veut dire un investissement en France et en Europe beaucoup plus important pour que l'Europe et la France redeviennent l'une et l'autre, l'une avec l'autre, des puissances éducatives. Oui, si on fait le parallèle avec la santé, que ce soit pour lutter contre le Covid ou pour faire progresser l'espérance de vie, comme on a su le faire depuis 2 siècles, on a évidemment mobilisé la recherche. Si on veut progresser au niveau éducatif, il nous faut aussi de la recherche, parce qu'il y a tout un tas de questions qui se posent. On sait beaucoup plus de choses qu'avant sur la manière dont on apprend, la manière dont les nouvelles technologies peuvent permettre d'apprendre autrement, mais on n'a pas suffisamment évalué ces différentes solutions et on ne les a pas forcément suffisamment co-construites avec les acteurs. Les enseignants sont des gens qui sont tous à Bac+5, qui ont tous un cursus universitaire et qui ont tous la capacité de contribuer à des projets de recherche. Mais les jeunes eux-mêmes peuvent le faire. Nous, on a développé des projets de sciences participatives, non seulement avec les enseignants qui co-construisent des projets de recherche avec des chercheurs et qui cherchent à mettre en place des solutions pour relever, par exemple, les défis du Covid, mais on a également monté des projets de recherche avec les enfants eux-mêmes, ce qu'on a appelé les saventuriers. Donc, c'est des classes dans lesquelles les enfants définissent des questionnements et avec l'aide de mentors, avec l'aide de scientifiques,
et à l'aide de leurs enseignants, ils peuvent progresser dans leur capacité à poser une bonne question, la capacité à trouver des méthodes pour trouver des réponses. Et je pense qu'il y a plein de classes qui faisaient ce genre de choses bien avant le Covid, mais avec le Covid, je pense que cette capacité à relever des défis collectivement me semble plus utile que jamais. Dans le monde d'hier, on aurait pu croire que toutes les solutions préexistaient, qu'on n'avait plus qu'à les appliquer, il suffisait d'étudier les solutions d'hier. Aujourd'hui, on est dans un monde avec tellement d'incertitudes. Edgar Morin dit très justement que la seule chose que certaine, c'est l'incertitude sur l'avenir. Et je pense qu'il faut préparer notre jeunesse à relever ces défis. Et ces défis, ça suppose d'être capable d'une analyse critique, par exemple, de ce qui circule sur Internet ou de ce qui leur être dit par un tel ou un tel. Et cette capacité à développer l'esprit critique, la créativité, la capacité à coopérer, à communiquer, mais aussi la capacité à se comprendre et à comprendre les autres, la capacité à la compassion, la capacité à développer l'empathie. Je pense que toutes ces capacités sont essentielles. Elles étaient déjà essentielles hier, je pense qu'elles le sont encore plus aujourd'hui et probablement plus encore demain, parce qu'avec la crise sociale et les crises environnementales et climatiques qui sont devant nous, il nous faut absolument penser collectif. Et c'est pas seulement les premiers de la classe qui pourront imposer la solution à tous les autres, les premiers de cordée ou autres. C'est fondamentalement des collectifs solidaires qui doivent se serrer les coudes pour ensemble relever les défis. On l'a vu à l'hôpital. Il y a eu des chefs de service qui, étant un peu désœuvrés, sont devenus brancardiers pour accompagner d'autres services qui avaient plus besoin d'aide. Je pense qu'on a besoin de cette forme de solidarité qui est inhérente au monde de la santé et également au monde de l'éducation, mais pas suffisamment développé, parce qu'on a encore un système éducatif qui est, pour l'essentiel, basé sur la compétition. Si on est là les uns et les autres, c'est qu'on a survécu à cette compétition. Ceux qui ont décroché, c'est des gens qui n'ont pas pu supporter cette compétition. Et on voit bien que d'autres pays, vous en avez cité un certain nombre, il y en a encore bien d'autres, sont des pays dans lesquels on met la solidarité, la coopération, et en fait, on progresse tous ensemble. Et même les élites réussissent mieux. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une manière de faire réussir tout le monde beaucoup mieux qu'on ne le fait dans notre pays. Oui, alors on est dans un thème qui nous est cher, hein, qui est les compétences qu'on appelle les compétences du 21e siècle, hein, qui sont l'empathie, la coopération, la communication, l'esprit critique. Et là, il est évident qu'il faut que l'école, tout en restant une école de la transmission, soit aussi une école qui aide à faire face à ces défis de l'incertain, hein, que vous décriviez. Et j'ai envie de dire un peu comme une boutade, mais que ça pourrait être l'en même temps pédagogique, hein, en même temps la transmission des savoirs, parce que je crois que les savoirs dans leur verticalité sont absolument indispensables. Il ne faut pas verser dans la pédagogie. Mais il y a cette nécessité absolue, et je crois que tout le monde en conviendra, de davantage former nos élèves et nos jeunes à toutes ces facultés, ces aptitudes à travers des pédagogies renouvelées dans les programmes scolaires. Et ça nécessite là encore de la formation, de la coopération, un peu tous ces éléments qui ont été quand même très mobilisés au cours de cette période et sur lesquels peut-être nous pouvons bâtir et accélérer l'évolution. Salomé, on a d'ailleurs des questions sur la compétence du 21e siècle de nos internautes. Salomé, je me tourne vers vous parce qu'on a aussi beaucoup de questions sur ce qui concerne justement ce qu'on a appelé la lutte contre l'assignation à résidence. Hein. C'est évidemment dans ce combat contre les inégalités de destin, il y a souvent l'idée que ce soit d'ailleurs dans les quartiers, dans les petites villes ou partout en France d'ailleurs, hein, où les enfants peuvent avoir un horizon très restreint et avoir tendance à reproduire le modèle familial. Et je me souviens d'ailleurs d'une phrase qui m'avait frappée d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Il y a pire qu'un enfant qui renonce à ses rêves, il y a un enfant qui n'a pas de rêve. Je me souviens d'une phrase qu'il avait eue lors de la Grande Marche. Et Salomé, je voulais vous demander, justement, vous travaillez dans ce domaine-là, hein, des propositions innovantes pour élargir l'horizon, élargir la vocation. On suggère et on propose fortement dans notre groupe de travail un pacte de l'école et de la société civile, et on devrait rajouter d'ailleurs et des familles et des jeunes. Quels pourraient être les volets qui pourraient composer justement ce pacte pour qu'il y ait des interventions inspirantes et qu'on élargisse, qu'on abatte les murs, qu'on élargisse l'horizon pour nos jeunes? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire là, je trouve collectivement, c'est que, à mon sens, on fait reposer beaucoup de responsabilités sur les épaules de l'éducation nationale. Et l'éducation nationale peut beaucoup,
mais je pense qu'elle ne peut pas tout et que c'est, encore une fois, faire peser une grosse responsabilité sur ses épaules que de lui demander de lutter de concert en permanence contre l'assignation à résidence, contre les fragilités économiques et sociales des foyers de ses élèves, contre l'autocensure, contre le manque d'information, tout cela en transférant les connaissances et les savoirs fondamentaux comme elle doit le faire. D'où la nécessité, et vous le disiez François Tadei, d'avoir ces collectifs efficaces qui s'appuient qui partent du principe, à mon sens, que chaque individu et chaque institution, chaque entreprise, chaque groupe dispose d'un levier d'action, ou peut-être d'une information à même d'aider un jeune, et qu'en créant des écosystèmes de réussite au sein des territoires et à l'échelle nationale, on peut évidemment être plus fort. Et d'ailleurs, avec Chemin d'avenir, c'est vraiment ce qu'on a souhaité faire en se disant, on ne va pas prétendre inventer le fil à couper le beurre, il y a des tas d'initiatives qui existent. En revanche, souvent, elles n'adressent pas, et ça c'est vrai, les jeunes des zones rurales et des petites villes, et comment faire pour créer ces écosystèmes. Du coup, ce que vous soulignez là, c'est notamment la question des compétences transversales, et il y a une donnée que je trouve très éclairante dans une enquête IFOP que nous avons commandée en novembre dernier avec la Fondation Jean Jaurès et Chemin d'avenir sur ce que les jeunes eux-mêmes estiment important pour réussir, pour s'en sortir, comme ils disent, dans la vie. Donc on a posé la question aux 17-23 ans. Donc quand vous leur demandez ce qui est important, 49% indiquent les stages comme l'élément fondamental pour pouvoir s'en sortir. 49%. 22% évoquent le réseau, le carnet d'adresses familiales. Et 10% seulement reviennent sur le niveau de diplôme et le fait d'avoir un diplôme. Donc ça veut dire que les jeunes eux-mêmes ont très conscience, non pas que les diplômes ne comptent pas, parce que dans un pays comme la France, ce serait à mon avis une erreur de le dire, et on est très loin d'avoir arrêté de valoriser les diplômes, les cursus élitistes, etc. Mais ça veut dire que les jeunes eux-mêmes sont conscients d'une espèce d'accumulation d'attendus dans certains cas. Et donc, quel est le point commun, effectivement, entre les jeunes de banlieue, les jeunes des zones rurales, les jeunes de foyers modestes? C'est cette accumulation d'autocensure. Donc, ça veut dire un manque de confiance en soi qui les mène à se dire « ce n'est pas fait pour moi parce que je viens de banlieue, ce n'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne ». C'est le manque d'informations concernant ce qui existe, les portes qu'ils pourraient pousser. C'est le manque de réseau. C'est cette assignation à résidence dont vous parliez. Et ça, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est possible, conjointement avec l'éducation nationale, de travailler là-dessus. Et dans le rapport que j'ai rendu à Jean-Michel Blanquer juste avant la crise sanitaire, avec une chance de calendrier formidable, je proposais notamment, et ces propositions viennent des plus de 130 auditions que j'ai pu mener avec des acteurs de terrain notamment, je proposais plusieurs choses. D'abord, de faire du mentorat une politique publique nationale, et ça, l'idée n'est évidemment pas que de moi, on est notamment un collectif de 8 associations, la FEB, Article 1, l'Institut Télémac, Nos Quartiers ont du talent, Chemin d'avenir, à le proposer, de façon à pouvoir passer des 22 000 jeunes que nous tutorons, mentorons, accompagnons à 200 000 de façon très rapide, et de façon à tisser des liens entre les territoires, entre les générations, entre les catégories socio-professionnelles, à un moment où il est très probable que la France en ait besoin. C'est une proposition qui ne coûte pas très cher. Deuxième qui est reprise par notre groupe de travail. Tout à fait. Absolument. Deuxième proposition reprise aussi par le groupe de travail. C'est une proposition qui est assez proche finalement d'un Erasmus des collégiens, mais en France. C'est ce qu'on pourrait appeler, et peut-être que le nom pourrait changer, mais un programme qui s'appellerait « Découvre mon territoire ». Je vais essayer de le résumer vraiment très brièvement. L'idée, c'est de se dire que, évidemment, c'est formidable si les jeunes ruraux ou les jeunes de banlieue peuvent à un moment donné découvrir Londres, Berlin et Singapour, et il faut tout faire pour favoriser la mobilité à l'international. Mais force est de constater que pour pouvoir trouver un emploi à la hauteur de son potentiel, pour pouvoir suivre une formation qui nous plaît, une formation pour travailler dans la cuisine, dans l'hôtellerie, ou pour être ingénieur, diplomate, pour faire du sport à haut niveau ou que sais-je, il faut être souvent en capacité de bouger en France. Et que très souvent, les jeunes dans certains territoires ne s'y sentent pas autorisés ou n'ont pas les moyens de le faire quand on sait que seule une famille sur 2 est en mesure aujourd'hui de financer un logement étudiant pour ses enfants. Et donc notre idée,
collective désormais, est aussi de dire comment faire pour que ces jeunes, dès le plus jeune âge, puissent bouger, de façon à favoriser leur mobilité par la suite, de façon à ce que, si je prends un parallèle assez clair, si vous prenez un jeune urbain, un jeune parisien, un jeune lyonnais, il va se demander très souvent ce qu'il a envie de faire comme étude, ce qu'il a envie d'exercer comme métier, et en fonction de ça, il se demandera si ça se passe à Paris, si ça se passe à Marseille, voire si ça se passe au Canada. Un jeune rural, très souvent, il va regarder ce qu'il y a autour de chez lui et en fonction de ça, il choisira les études qu'il a envie de faire et le métier qu'il a envie de faire. Donc nous, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de travailler contre cette assignation à résidence dès le plus jeune âge, parce que ça se passe dès l'école primaire et a fortiori dès le collège. Et donc d'organiser un programme où un jeune qui grandit dans un village des Vosges pourra aller passer 2 semaines à Marseille. Un jeune Marseillais, en retour, ira chez son correspondant dans les Vosges. Même chose du nord de la France vers le centre de la France, avec l'idée à nouveau de tisser des liens entre des territoires très différents, pas du tout dans une logique de fuite, pas du tout dans une logique de « je quitte mon territoire », mais au contraire, dans une logique aussi de fierté consistant à faire découvrir son territoire, ses particularités géographiques, culturelles ou que sais-je. Partant du principe qu'il est très probable que dans un deuxième temps, quand le jeune à la fin de sa terminale ou pour faire des études quelles qu'elles soient, se demandera s'il est à même de bouger, s'y sente plus autorisé. Et on sait à quel point est-ce que les mouvements qui ont eu lieu avant la classe de 5e ou en 5e, 4e ont un impact même sur l'insertion professionnelle de ces jeunes. Et peut-être une dernière proposition beaucoup plus rapide, qui est la question de la fabrique des rôles modèles, avec l'idée de dire, oui, bien sûr, les professeurs peuvent faire un travail, les conseillers d'orientation, désormais psy-EN, les chefs d'établissement jouent leur rôle et font un travail pour faire découvrir des formations et des métiers à leurs jeunes, cela va de soi et ils le font, mais ça peut ne pas suffire. Et donc, faisons en sorte de favoriser la mise en place d'ateliers, de découverte de métiers au sein des établissements. Et ceci est fait, évidemment, mais très souvent, à l'heure actuelle, cela repose sur la bonne volonté de certains chefs d'établissement ou le dynamisme de certains territoires. Ça n'est pas fait à l'échelle nationale et c'est ce que nous pourrions organiser. Tout à fait. Merci Salomé. C'est vraiment l'idée de passer du coup de peau, d'être passé sur le proviseur sympathique qui vous fait rencontrer des scientifiques inspirants, des artistes inspirants, des artisans inspirants, à vraiment une politique. Et quand on dit une politique, ça veut dire que ça doit être systématique et ça doit être mesuré. Pour que vraiment l'élargissement des horizons ne soit pas simplement un vœu pieux, mais devienne une réalité. Et cette mobilité au sein du territoire, elle nous a semblé très intéressante, donc on la propose. Mais voilà, mon rôle de député européen est d'ajouter qu'il faut quand même qu'on n'oublie pas la mobilité européenne, avec un Erasmus+, en direction notamment des quartiers, des jeunes justement de quartiers, de milieux défavorisés, les apprentis. On veut considérablement développer aussi la mobilité européenne pour les apprentis et pourquoi pas, on jette en tout cas la piste, un début d'Erasmus pour les collégiens, lycéens qui pourrait se faire d'abord dans un premier temps par voie numérique. Vous avez un ajout ? Oui, mais je vais vraiment très vite, mais là où je vais totalement dans votre sens, c'est que la mobilité, notamment à l'international, alors là, quand vous regardez les chiffres de l'enquête IFOP dont je vous parlais, la différence entre les jeunes en agglomération parisienne et les jeunes ruraux et des petites villes est à nouveau majeure. Vous avez par exemple un écart de 20 points quand on leur demande s'ils ont suivi des cours de langue vivante, en plus à l'école primaire, au collège ou au lycée, financés par leurs parents, écart de 20 points entre les jeunes dans les petites villes et les jeunes d'agglomération parisienne, et écart de 17 points, me semble-t-il, dans leur capacité à se projeter dans un pays hors de la France pour aller travailler ou pour faire des études. Donc là aussi, il y a effectivement beaucoup à faire dans la mobilité à l'international. Oui, et merci d'avoir insisté sur les langues étrangères. Je pense qu'il faut vraiment ajouter et qu'on se creuse la tête pour trouver effectivement des moyens d'accès à une langue étrangère. Là aussi, le numérique peut aider et il faut là encore abattre les murs pour que les jeunes se sentent capables d'accéder aux langues étrangères et leur donner tous ces moyens-là. Yanis Roder, alors pour terminer, j'ai des questions un peu en rafale et je vais terminer avec chacun d'entre vous avec des questions un peu plus pointues. Des questions dans 2 directions pour vous en particulier, Yanis Roder. Dans le sens d'abord de la citoyenneté et la citoyenneté dans tout ça. C'est vrai qu'on parle, je me rappelle d'une phrase de votre livre Allons enfants, où c'est la conclusion, je crois d'ailleurs, où vous dites l'école doit permettre de trouver un métier, mais ça doit aussi former des citoyens.
et transmettre les valeurs de la République. Donc, peut-être que dans une période comme celle-là, où on est très axé sur le social, et on a raison, c'est peut-être le moment quand même de le rappeler. Et une question du coup qui est personnelle, est-ce que un développement un peu systématique de l'art et de la culture, et surtout de l'accès au texte par des acteurs qui seraient formés et iraient vers les jeunes pour cette initiation au texte, le texte étant un accès à autrui, des lectures publiques ou du théâtre, serait pour vous un axe de politique publique à renforcer. Voilà, j'ai déjà 2 petites questions et puis après j'en aurai encore une avant de passer à François Tadei. Yannick. Le micro. Pardon. Nous savons depuis Bourdieu et même avant lui que le capital culturel est essentiel et fondamental pour l'épanouissement et la réussite de chacun. Donc effectivement, tout ce qui touche à la culture, tout ce qui touche à l'art, notamment dans les quartiers populaires des grandes agglomérations, a une importance, à mon sens, fondamentale. D'autant plus que ils viendraient, les deux au pluriel, viendraient s'inscrire dans d'autres manières de travailler, dans d'autres manières d'envisager la scolarité. Nous avons un système très rigide en France, en réalité. L'heure de cours, les 55 minutes de cours qui se transforment très vite en 45 minutes, et on passe d'une matière à l'autre, etc. Tout ça est très cloisonné, très rigide, et les élèves sont habitués comme ça, les enseignants aussi. Même si aujourd'hui la pédagogie de projet se développe, même si ce dont vous parlez, Ilana, se développe aussi, des troupes de théâtre, des artistes en résidence viennent dans les établissements scolaires, des projets se montent, mais tout cela demande à être vraiment encore développé, voire généralisé, de manière vraiment à envisager la scolarité autrement. Et je pensais à une chose en vous écoutant. Vous savez, on ne changera pas l'école sans les enseignants. Ça c'est, on pourra toujours faire ce qu'on veut, mais si on n'a pas les enseignants avec nous pour changer l'école ou pour réfléchir ensemble sur l'école, nous n'arriverons à rien, et vous le savez très bien. Donc, et c'est une vraie question parce que pour moi, notamment dans les quartiers populaires où je travaille depuis 20 ans, le gros problème, l'immense problème, ce sont ces élèves qui finalement, même s'ils sont au collège ou au lycée, sont souvent livrés à eux-mêmes et sont seuls. Dans les établissements scolaires, aujourd'hui, rares sont les élèves qui peuvent trouver un moment pour parler avec un professeur, pour dire « bah là, ça va pas, là, j'y arrive pas, là, je comprends pas ». Si ce n'est sur le pas de la porte, très vite, en 2 minutes. Ça n'existe pas, ou pratiquement pas. Et ça, c'est quand même, quand on y réfléchit, assez hallucinant. Que les enseignants n'aient pas le temps, parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est une réalité aussi, qu'ils n'aient pas le temps de s'asseoir à un bureau avec des élèves qui défilent tous les quarts d'heure, 4, 5, et puis voilà, on a fait le job, pour dire simplement, mon problème c'est celui-là, j'ai un problème là-dessus, je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas, etc. Au collège ou au lycée, c'est une forme de tutorat si on veut, mais ça me semble, notamment dans ces quartiers-là, ça me semble indépassable. D'abord, parce que c'est une question de confiance en l'école. J'emploie le mot confiance, vous savez que nous connaissons tous quelqu'un qui l'emploie beaucoup, mais je le reprends à mon compte. La confiance en l'école, elle passe aussi par là, mais elle permet aussi la confiance en soi. Beaucoup de ces élèves n'ont pas confiance en eux. Et c'est ce que disait tout à l'heure très justement Salomé, sur l'idée de l'autocensure, etc. C'est aussi un manque de confiance. L'école doit permettre de donner confiance aux élèves. Or, aujourd'hui, elle ne le permet pas ou si peu. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, vraiment, une vraie réflexion à avoir. Ça veut dire qu'il faut travailler aussi, réfléchir sur les missions des enseignants, réfléchir sur le temps de travail des enseignants. Ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir, mais je sais que le ministre avait déjà beaucoup travaillé là-dessus, sur les salaires des enseignants. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont liées et pour terminer sur votre question, oui, les artistes, oui, la culture, bien sûr, oui, la pédagogie de projet, mais dans une vision, à mon avis, plus large, tout en sachant que quand on fait de la politique, c'est quand même travailler sur ce qui est possible de faire et pas sur l'impossible. Oui, et donc, justement, dans le travail que nous avons produit, il nous semble que
vu toutes les bonnes énergies de coopération qui se sont libérées, ce que vous venez de dire de fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire et changer l'école sans les professeurs. Il y a, pour ce qu'on peut appeler refaire société à l'école, la nécessité d'envoyer un message fort aux professeurs, d'abord par une reconnaissance de leur travail symbolique et aussi sur le plan de la rémunération. Nous le portons, c'est quelque chose que, à La République En Marche et en particulier dans notre groupe de travail, nous avons explicitement dit. Réforme, quel que soit le calendrier des réformes de retraite, la rémunération des professeurs doit être au programme et très rapidement, donc je ne peux pas être plus claire. Mais peut-être un mot sur le fait que cette rentrée, qui est un peu la rentrée de tous les défis, parce que justement, elle est marquée par l'incertitude, on doit peut-être justement la construire de manière un peu innovante avec les professeurs, encore plus avec les professeurs, en quelque sorte, une rentrée pas comme les autres, co-construite avec les professeurs. C'est jouable, c'est réaliste, Yanis Roder, et ce sera votre dernier mot. Alors, je ne vais pas faire de langue de bois, ce sera compliqué. Ce sera compliqué parce que vous n'êtes pas sans savoir que le corps enseignant aujourd'hui a très mal vécu la réforme des retraites, a très mal vécu la réforme du baccalauréat pour ceux qui étaient concernés, a très mal vécu la surcharge de travail qu'ont été les nouveaux programmes. Tout cela s'ajoutant les uns aux autres et créant une ambiance un petit peu délétère dans certains espaces enseignants. Donc, il suffit de regarder aujourd'hui le positionnement des organisations syndicales d'une manière générale sur la rentrée, non pas la rentrée de septembre, mais sur la reprise des cours aujourd'hui, qui est très dure et qui est souvent très dure avec le ministre. Donc voilà, je vous avoue que oui, vous avez raison, il faut préparer dans le cadre des structures ad hoc la rentrée en collaboration avec les enseignants, mais l'ambiance, je dirais, n'est pas forcément au beau fixe. Voilà. Oui, mais c'est le moment. Quels signaux? Je veux dire, c'est un moment à saisir. C'est un moment que nous vivons qui a réveillé justement l'empathie, le sens de la solidarité, du commun, du collectif. Et je pense que si les bons signaux sont envoyés, c'est maintenant ou jamais. Ah oui, c'est maintenant. Le problème, c'est que les bons signaux, enfin, je veux pas être de mauvais augure, je vous prie de m'en excuser, mais j'entends ce qui se passe dans les salles des profs, j'ai des échos un petit peu partout. Il faut rétablir la confiance. Voilà, il faut rétablir la confiance entre l'exécutif et le corps enseignant. Voilà, je ne sais pas quelles sont les mesures qui pourraient être annoncées ou prises pour rétablir cette confiance. Aujourd'hui, je vous avoue que c'est compliqué. Alors, je vais me tourner vers Salomé Berliouk et ce sera votre mot de conclusion avant d'interroger François Tadei sur une question qui lui est plus précisément adressée sur le monde étudiant. Salomé, justement, peut-être rebondir sur la confiance de votre point de vue, cette école de la confiance que nous souhaitons tous, mais qui se bâtit, qui se fabrique et qui ne peut pas apparaître comme par magie. Qu'est-ce qui est pour vous fondamental pour y arriver ? On ne vous entend pas, Salomé. Oui, décidément, ce réflexe consistant à couper le micro n'est pas le bon. L'école de la confiance pour le public que je connais le mieux, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens et les étudiants. Donc c'est certes évidemment une école où les savoirs fondamentaux peuvent être assimilés et peuvent être acquis, mais c'est assurément une école qui met aussi un accent très fort sur la question de l'orientation. Ça, c'est certain. Alors, c'est en partie très bien fait, selon moi, dans le cadre de la réforme du baccalauréat. Il y a des tas de choses qui ont été mises en place, notamment au niveau du lycée. Pour l'instant, je sais que les publics de collégiens restent un peu sur leur faim et dans les territoires ruraux, n'en parlons même pas parce que ce que décrivait très bien Yanis Roder tout à l'heure sur le manque de temps des enseignants, il y a des spécificités liées au monde rural qui sont vraiment très fortes, notamment, vous savez, les pluriaffectations, avec des professeurs dans les collèges ruraux qui me disent, moi je rêverais de passer un peu de temps à donner des conseils sur l'orientation de tel ou tel jeune, mais vous savez, une fois que j'ai fini de donner mon heure de SVT, je prends ma voiture et je vais à 80 km de là pour donner cours dans un autre collège, et certains d'entre eux sont à cheval sur 3 établissements, chacun à un bout d'un département. Donc c'est quand même une réalité qui laisse peu de place aux enjeux d'orientation ou de
réflexion sur le parcours du jeune. Donc, à mon avis, et je sais que le ministre est sensible à toute cette réflexion-là, la question du travail de l'orientation et de la possible formation des personnels de l'éducation nationale, d'une formation un peu différente à ces sujets, à la préparation du parcours des jeunes, ça va de soi pour justement être en adéquation avec les chiffres dont on parlait, qui certes rendent les diplômes indispensables, mais qui demandent que les jeunes puissent être plus libres de leur mouvement, puissent être acteurs de leur parcours, puissent se sentir autorisés à rêver, puissent comprendre à quel point est-ce qu'ils peuvent, dans certains cas, aller chercher les opportunités, les déclencher, mais encore faut-il leur ouvrir les portes. Et c'est vrai que pour certains publics dont on parle là, notamment les jeunes des quartiers populaires et aujourd'hui peut-être encore plus les jeunes des zones rurales et des petites villes, parce que malgré tout, il y a des tas de dispositifs formidables qui existent depuis plusieurs années maintenant pour les jeunes de banlieue. Sans doute pas assez soutenus, sans doute pas assez, mais quand même qui se sont imposés, qui sont efficaces, qui ont fait leurs preuves, qui ont un impact. Et donc les jeunes des zones rurales en sont pour l'instant encore un peu éloignés. Et pour vous donner justement un chiffre qui me semble, et j'arrêterai là-dessus, mais un chiffre qui est assez probant en la matière, quand on demande aux jeunes des zones rurales et des petites villes d'une part, et aux jeunes en agglomération parisienne, banlieue comprise d'autre part, s'ils estiment avoir fait ou vouloir faire des études ambitieuses, il y a un écart de 20 points entre les deux catégories de 17-23 ans, 20 points d'écart, et un écart de 17 points entre les deux catégories également, quand on leur demande s'ils ont autour d'eux un rôle modèle qui peut les inspirer et qui peut les tirer vers le haut et leur permettre de ne pas se cantonner, s'ils le souhaitent, à leur environnement géographique et social. Donc, à mon avis, voilà, l'école de la confiance, elle s'appuie aussi sur ces leviers d'action-là, à commencer par, mais ça je sais que le ministère de l'Éducation nationale y travaille, dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, à commencer par cet été, avec un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et qui vont l'être dans les prochaines semaines pour que cet été ne soit pas un été blanc, mais qu'ils puissent proposer aux jeunes des opportunités, des moments de réflexion, des moments de travaux un peu différents. Oui, vous faites allusion, Salomé, aux colonies apprenantes qui sont en train de se mettre en place de manière très innovante et qui, effectivement, vont mettre là aussi à profit la coopération entre élus locaux, professeurs, sportifs, artistes. Je pense qu'il y a aussi le ferment d'une petite révolution qu'il faudra poursuivre par la suite. Je vous suis, et d'ailleurs, il y a une petite proposition un peu disruptive qui est dans notre rapport, qui est, en tout cas notre début de réflexion, qui est de permettre aux professeurs éventuellement d'avoir un moment, 1 ou 2 ans, une possibilité d'aller dans le monde, le vrai monde si j'ose dire, enfin d'aller faire une expérience dans le monde professionnel et qui pourrait aussi leur faire du bien. Alors j'espère qu'ils reviendront au monde enseignant parce qu'ils se rendront compte quand même que c'est passionnant d'enseigner. Mais je voulais y faire allusion, mais en tout cas je retiens de ce qui vient d'être dit, aussi bien par vous que par Yanis, cette nécessité du bien-être professionnel du professeur qui est à repenser, à remettre sur la table pour qu'il puisse être en mesure de répondre aux attentes qui sont celles des familles et des élèves. Un bien-être d'ailleurs qui doit être pris aussi au sens de bien-être médical, psychologique. C'est des choses auxquelles il faut être très sensible. Alors pour conclure, François Tadei, vous avez une carte blanche pour conclure sur l'ensemble de ces sujets qu'on vient d'aborder, et notamment la fabrique de la confiance, puisque souvent vous faites allusion à votre collègue Yann Algan, qui a fait un travail important, qui nous montre que la France est le pays le plus défiant à l'égard des institutions. Donc, ce n'est pas tellement étonnant que ce soit si difficile, même si on est très déterminé de bâtir cette école de la confiance. Et donc, il faut continuer, y croire et prendre évidemment les bonnes décisions. Donc, un mot peut-être sur cette fabrique de la confiance absolument nécessaire. Et enfin, conclure sur les étudiants qui sont peut-être les grands oubliés de cette crise sanitaire. On n'a pas beaucoup parlé des étudiants et pourtant, en étant privés de ces études présentielles, ils sont privés pas seulement d'un enseignement, mais aussi d'une expérience de campus qui est très fondatrice. Donc, vous avez la parole pour répondre à ces interrogations. Oui, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui ont été abordés. Je vais y revenir rapidement, mais je pense qu'il y a une société de confiance qu'on a besoin de construire, mais une société de confiance, c'est une société où ça ne se décrète pas, mais où ensemble, on fait des choses qui nous permettent
d'avancées et où tout le monde bénéficie de ces avancées. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est aussi une société du soin, une société du care. C'est une société où on apprend à prendre soin de soi, on apprend à prendre soin des autres, on apprend à prendre soin de la planète. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et un certain nombre d'études montrent que beaucoup de jeunes ont souffert dans leur enfance de tout un tas de carences, voire de maltraitances. Et que l'ensemble de ces carences et de ces maltraitances augmentent d'un facteur 20 la probabilité de décrocher, par exemple. Mais aussi la probabilité de se suicider ou la probabilité d'avoir des démêlés avec la justice ou la probabilité de ne pas avoir de travail, la probabilité d'avoir tout un tas de pathologies. Donc, on voit bien que et Salomé le disait très justement tout à l'heure, ça ne peut pas être uniquement l'école, mais je pense qu'on a besoin d'une politique à l'égard de l'ensemble de la jeunesse. Et cette politique, elle doit prendre soin de ces jeunes. Ça doit passer par la formation des enseignants, mais ça doit aussi passer par exemple, le fait qu'il y ait une médecine scolaire digne de ce nom. Elle était plus développée quand nous étions jeunes qu'aujourd'hui, malheureusement. C'est aussi une médecine du travail. La fonction enseignante, en particulier en cette période de crise sanitaire, peut légitimement s'interroger. Les médecins, quand ils s'interrogent s'ils doivent reprendre le travail ou pas, on leur dit allez voir la médecine du travail à l'hôpital. On n'a pas de médecine du travail suffisante au niveau de l'éducation nationale et on en a bien besoin. Mais on manque de médecine scolaire ou de médecine universitaire pour accompagner les jeunes dans l'ensemble des difficultés qu'ils vont avoir. Quand on interroge les jeunes sur leurs difficultés psychologiques, elles ont été multipliées par 4 ou 5 depuis simplement une vingtaine d'années. Et il y a différentes formes d'explication à cette angoisse, mais cette angoisse, elle vient en partie de l'angoisse de l'avenir, à la fois l'avenir professionnel, mais aussi l'avenir face aux problèmes climatiques. Il y a une angoisse qui vient également de la comparaison permanente, qui est déjà le cas au niveau scolaire avec beaucoup de compétition, mais qui est aussi le cas de la comparaison permanente sur les réseaux sociaux. Et donc, apprendre à retrouver de l'estime de soi, qu'on soit élève, enseignant, étudiant, citoyen, on en a besoin. Et donc, on a besoin d'apprendre à connaître ses émotions, à les nommer. Il y a tout un tas de recherches sur les compétences émotionnelles et relationnelles qui montrent que si on n'est pas bien, on sera incapable d'apprendre. Et donc, des fois, c'est un préalable. Et en particulier, je pense que ce sera un préalable après cette post-Covid. Quel sens on donnera à ce qu'on a vécu ou pas vécu, au décrochage que l'on a eu, aux difficultés? Est-ce qu'on sera prêt à pouvoir dire les difficultés qu'on a eues? Est-ce qu'elles seront entendues? Et comment est-ce qu'on arrivera à dépasser ces sujets-là? Donc, je pense que c'est vrai des jeunes, c'est vrai des adultes, c'est vrai des parents, c'est vrai des profs. On a besoin de lieux où on va pouvoir dire nos difficultés, dire nos peurs et dire nos espoirs et co-construire des solutions sur les territoires avec tous les acteurs. Donc, certainement les acteurs de l'éducation nationale qui étaient un peu au cœur de la conversation qu'on a eue aujourd'hui, mais l'ensemble des acteurs qui s'occupent des jeunes, et il y en a énormément. Il y a tous les acteurs comme la Ligue de l'enseignement sur le périscolaire, par exemple, mais il y a aussi tous les acteurs sur l'ensemble des territoires, les collectivités, et les pédiatres, et il y a tout un tas d'acteurs qu'il faudrait pouvoir mobiliser beaucoup plus. Les psychologues scolaires devraient avoir des missions beaucoup plus étendues que ce qu'ils ont aujourd'hui. Les infirmières scolaires sont clairement insuffisantes dans la plupart des établissements. On a besoin de repenser ça pour aider à faire le point sur où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on peut aller individuellement et collectivement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Après, allez-y, je vous en prie. Les étudiants rapidement, parce qu'on va devoir se quitter malheureusement. Donc, on vous écoute sur autant que possible en 2 minutes la question étudiante, qui est évidemment une question vaste, qui nécessiterait un Facebook à elle toute seule. On pourra revenir si vous voulez, mais il faudra leur donner la parole. Mais je pense qu'on ne les a pas écoutés. On les écoute rarement sur comment devrait évoluer l'université, mais on a encore plus besoin en ce moment. Qu'est-ce qui leur a manqué? Qu'est-ce qu'ils ont éventuellement mieux appris à distance? De quoi ils ont souffert de cette situation? Est-ce qu'on peut demain réinventer une université dans laquelle on est beaucoup plus capable d'entendre les défis qui sont les leurs et être capable de les former à relever ces défis? Et eux aussi, ils veulent s'engager. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Salomé tout à l'heure, si on veut leur donner des rôles modèles aux collégiens et aux lycéens, eh ben, quoi de mieux qu'un jeune qui est issu de ces territoires et qui retourne leur parler. Et donc, en fait, ils ne demandent que ça, de pouvoir s'engager. Mais on pourrait très bien plus reconnaître encore qu'on ne le fait, l'engagement étudiant, en leur donnant plus du eux et en les formant à s'engager
et en les accompagnant dans leurs engagements et dans leurs engagements pour le climat, comme leurs engagements pour la société ou leurs engagements pour les plus jeunes, leurs engagements dans l'éducation, etc. Et je pense que les étudiants souhaitent pouvoir être entendus et je pense qu'une grande consultation auprès d'eux, et pas simplement une consultation, mais une vraie co-construction, en leur demandant, par exemple, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez à l'université? On pourrait faire la même chose avec les jeunes, on pourrait faire la même chose avec les enseignants. Et si on prend la liste de tout ce qui vient, ça a été fait dans le domaine de la santé. Et ensuite, il y a des méthodes scientifiques pour savoir si on a entendu toutes les paroles possibles, et ensuite sur comment les hiérarchiser, et ensuite sur comment les mettre en œuvre, et éventuellement en discutant avec les professionnels de ces secteurs pour savoir qu'est-ce qui est possible à court terme, à moyen terme et à long terme. Et les inviter à s'interroger sur quelles universités ils veulent pour eux, mais aussi pour les générations qui suivent. Je pense que c'est absolument essentiel et je pense qu'ils sont très demandeurs. Pour avoir discuté avec les grandes organisations étudiantes à la fois françaises et européennes, elles sont très demandeuses de pouvoir être entendues et de pouvoir s'exprimer. Et la Commission européenne, pour prendre un exemple qui vous est cher, est très prête à entendre ce genre de choses. Et d'ailleurs, l'idée d'université européenne pour relancer la construction européenne a été proposée par le président. Et je pense qu'on a besoin de donner cœur et de donner corps à ces idées en écoutant ces jeunes sur leur volonté de s'engager. On y travaille. Merci François Tadei. Donc merci à Yanis Roder, à Salomé Berliou et à vous François Tadei donc d'avoir été avec nous pour enrichir donc cette réflexion. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et pensez à nous faire remonter donc vos avis, vos analyses à travers la consultation. La semaine prochaine, donc vendredi prochain, ce sera un débat important qui fait un lien avec ce que vous venez de dire François Tadei, mais d'une manière plus générale, le thème de la santé, ô combien essentiel. Merci, ce sera aussi sur Facebook et merci à tous et à tous pour d'avoir été avec nous et d'avoir réfléchi avec nous et surtout à nos invités pour la qualité de ce débat. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.